Il y a environ 3 ans, Edouard a vécu une expérience troublante dans une salle d'arcane. Depuis ce jour, il n'y est jamais retourné. Quand il repense à ce qui s'est passé, un profond malaise l'envahit encore. À l'époque, il se rendait occasionnellement dans cette salle, peut-être tous les 2 ou 3 mois. Ce jour-là, bien qu'il n'en soit pas certain, il pensait qu'un nouveau jeu qu'il voulait tester venait d'arriver. Après sa journée de travail, Edouard est donc allé directement à l'arcane. Il a joué à plusieurs jeux et s'est bien amusé. Après un moment, il s'est senti un peu fatigué et s'est accroupi dans un coin pour se reposer. Alors qu'il était assis, un homme s'est approché de lui et s'est arrêté. Vu du sol, il paraissait ordinaire, mais dès qu'Edouard a levé les yeux pour voir son visage, une sensation étrange lui a noué l'estomac. L'homme lui a demandé s'il voulait lui acheter une poupée. Intrigué, Edouard a demandé de quel genre de poupée il s'agissait. L'homme a regardé autour de lui, puis lui a montré une photo sur son téléphone. L'image représentait une vitrine remplie de têtes humaines. Pas de corps, juste des têtes. Cette vision a provoqué un frisson glacé chez Edouard. Les têtes paraissaient si réelles qu'il en avait la nausée. Malgré tout, il a supposé qu'il s'agissait de poupées. L'homme a alors murmuré « Si tu es intéressé, envoie-moi un message ». Il lui a remis une petite carte de visite où figurait une adresse mail et la mention « Poupée à vendre ». Feignant le calme, Edouard a répondu que ce n'était pas vraiment son style de poupée. Il a essayé de se faufiler pour partir, mais l'homme lui a attrapé l'épaule, continuant à parler. « Alors viens à mon bureau. Quand tu les verras en vrai, je suis sûr que tu en voudras une. » L'homme a ponctué sa phrase en mimant un geste d'égorgement avec son pouce. À ce moment-là, Edouard s'est simplement éloigné. Il a senti le regard de l'homme peser sur lui alors qu'il s'éloignait, avant que celui-ci ne quitte finalement le bâtiment. Edouard a repris ses jeux, espérant oublier cet échange troublant. Il a joué pendant un moment. Lorsqu'il a finalement décidé de rentrer, il était déjà passé minuit, et l'arcade s'était vidée de ses clients. Épuisé, Edouard s'est dirigé vers la sortie. En arrivant dans le parking, il a aperçu un groupe d'hommes à l'allure louche. Ils semblaient discuter entre eux, mais presque aussitôt, Edouard a reconnu l'homme d'un peu plus tôt parmi eux. Ce dernier l'a désigné du doigt en disant quelque chose d'inaudible. Et en un instant, tous les regards se sont tournés vers Edouard. Les sourires carnassiers qu'ils arboraient ont ravivé le malaise dans son ventre. Il a essayé de ne pas réagir et s'est dirigé rapidement vers sa voiture. Mais alors qu'il marchait, l'homme a crié « Hé, je veux exposer ta tête dans mon bureau ici, t'en penses quoi ?» Le groupe a éclaté de rire. Quand Edouard s'est retourné, abasourdi, il les a vus avancer lentement dans sa direction. Certains sortaient des seringues de leurs poches. Son cœur s'est emballé, mais il a feint l'indifférence, accélérant le pas. Les hommes se sont mis à courir, et une camionnette a démarré. Ceux qui étaient dans le véhicule portaient des tabliers semblables à ceux de boucher. Edouard a sprinté jusqu'à sa voiture, l'a démarré et a quitté le parking à toute vitesse. Les hommes ont cessé de le poursuivre une fois qu'il s'est éloigné. Dans son rétroviseur, Edouard a vu certains d'entre eux ouvrir le coffre de la camionnette et en sortir une glacière. Bien qu'encore terrifié, il était curieux de comprendre ce qui se passait. Alors il a garé sa voiture un peu plus loin et a utilisé des jumelles qu'il gardait pour ses randonnées. Après un moment, les hommes ont rejoint un individu qui leur a remis un sac noir en échange de la glacière. Ils ont ensuite sorti des liasses de billets du sac et se sont répartis l'argent. Toute la scène semblait profondément louche. Mais Edouard, encore secoué par leur tentative d'approche, n'a pas voulu s'attarder. Il est rentré chez lui, essayant de chasser ces images de son esprit. Depuis ce jour, Edouard n'a plus jamais remis les pieds dans cette arcade. Et heureusement, il n'a jamais croisé ces hommes à nouveau. Pourtant, il lui arrive encore de se poser des questions sur cette soirée. Cette tête qu'il avait vue sur la photo, était-elle réelle? Qui avait-il réellement dans cette glacière? Et surtout, qu'aurait-il fait de lui s'il n'avait pas réussi à fuir? Marc, qui avait 13 ans à l'époque, se souvient de ce jour où tout a changé. Ce matin-là, tout a commencé comme une journée ordinaire. Il s'est rendu à l'école avec quelques-uns de ses amis, discutant de sujets légers comme la vie scolaire et les filles. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit en chemin. Soudainement, Marc a entendu un murmure. Intrigué, il a demandé « Les gars, vous avez entendu ça ?» Un de ses amis a répondu « Oui, c'est quoi ce truc ?» En regardant autour de lui, Marc a remarqué que les sons venaient des buissons, à une certaine distance. Il a pensé qu'il s'agissait probablement de quelques élèves jouant un tour à quelqu'un. Alors ils ont ignoré l'incident
et ont continué leur chemin vers l'école. Mark s'est dit que ce serait une journée paisible, peut-être même un peu ennuyeuse. Mais tout a basculé un peu plus tard dans la journée. Pendant un cours, il a de nouveau entendu un murmure, cette fois sous la fenêtre de la salle de classe. Même s'il a essayé de ne pas y penser, le souvenir du murmure dans les buissons le matin même lui a donné un mauvais pressentiment. Malgré tout, il a choisi d'ignorer ce sentiment, espérant qu'il s'agissait de rien. Quelques heures plus tard, un de ses amis a eu un problème d'estomac et a dû aller aux toilettes en urgence. Avec l'autorisation de l'enseignant, il s'est précipité aux toilettes. Mais il n'est pas revenu pendant un moment, ce qui a commencé à paraître étrange. Peut-être qu'il est tombé dans les toilettes, a plaisanté un autre ami en riant doucement. 5 minutes plus tard, le prof a demandé à Mark d'aller vérifier ce qui se passait. Mark s'est rendu seul aux toilettes. Dès qu'il est arrivé, une odeur insupportable de sang l'a frappé. Inquiet, mais inconscient de ce qu'il attendait, Mark a avancé en appelant « Mec, tout va bien ?» Aucune réponse. Il a alors ouvert les portes des cabines une à une. Lorsqu'il a atteint la dernière, il a découvert son ami gisant dans une mare de sang. Et en regardant plus attentivement, il a vu qu'il lui manquait un pied. Le choc de la scène a failli le faire vomir. Son ami était inconscient, son visage blême. Mais il respirait encore. Terrifié, Mark a immédiatement couru prévenir l'enseignant et lui a expliqué la situation. L'enseignant a alerté un surveillant, qui a appelé la police et une ambulance. Quand les secours sont arrivés, ils ont emmené son ami à l'hôpital, tandis que la police bouclait les lieux. Les agents ont fouillé les toilettes et ont conclu que le coupable était un tueur en série recherché à l'époque. Une idée a alors traversé l'esprit de Mark. Il a parlé aux policiers des murmures qu'il avait entendus dans les buissons et sous la fenêtre. Les agents intrigués ont fouillé la zone boisée près de l'école. Là, ils ont découvert une cabane. À l'intérieur, ils ont trouvé 4 autres corps. Malgré cette découverte macabre, le meurtrier n'a pas été retrouvé, plongeant la ville entière dans la peur. Quant à son ami, il a survécu, bien qu'il ait perdu son pied. Mark s'est senti soulagé qu'il ait pu s'en sortir, et n'a pas arrêté de se demander ce qui aurait pu arriver s'il n'était pas allé vérifier ce qui se passait ce jour-là. Fiston, on doit parler de la sécurité sur Internet. Carl s'est lentement laissé tomber sur le sol à côté de son fils. Son ordinateur portable était ouvert et il jouait à Minecraft. Les commentaires défilaient sur le côté de l'écran dans une boîte de discussion, et Carl pouvait voir que ses yeux étaient fixés sur l'action. « Fiston, tu peux arrêter ton jeu une minute ?» Son fils a alors fermé l'ordinateur portable et levé les yeux vers lui. « Papa, est-ce que ça va encore être une histoire effrayante à dormir debout ?»« Pardon ?» Carl a fait semblant d'être blessé pendant une seconde, avant de sourire. « Je pensais que tu aimais mes histoires. » Son fils avait grandi en écoutant les récits de son père sur des enfants rencontrant des sorcières, des fantômes, des loups-garous et des trolls. Comme beaucoup de générations de parents, Carl utilisait des histoires effrayantes pour renforcer les morales et enseigner des leçons sur la sécurité. Surtout pour les papas célibataires comme lui, qui devaient utiliser tous les outils à leur disposition pour renforcer leurs leçons. Carl a plissé les yeux d'un air incrédule, jusqu'à ce que son fils croise les bras en disant « Papa, j'ai 10 ans, je peux gérer. »« D'accord, je vais essayer », a répondu Carl. Il a alors commencé son histoire. Il était une fois un garçon nommé Colby. Son fils a soupiré profondément. Il était clair avec son expression qui n'était pas impressionné par l'introduction. Mais Carl a continué sans se laisser perturber. Colby s'est rendu sur Internet et s'est inscrit sur plusieurs sites pour enfants. Au bout d'un moment, il a commencé à discuter avec d'autres enfants, tant en jeu que sur les forums. Il s'est lié d'amitié avec un autre garçon de 10 ans, nommé Helper23. Ils aimaient les mêmes jeux vidéo et émissions. Ils riaient aux blagues de l'autre, et exploraient de nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Colby a donné 6 diamants à Helper23, dans un jeu auquel il jouait. C'était un cadeau très généreux. L'anniversaire de Colby approchait, et Helper23 a voulu lui envoyer un joli cadeau dans la vraie vie. Colby a pensé qu'il ne risquait rien à donner son adresse à Helper23, tant qu'il promettait de ne la dire à personne d'autre, ni à des inconnus, ni aux adultes. Helper23 a juré qu'il ne la répéterait à personne d'autre, pas même à ses propres parents, et s'est empressé d'envoyer le colis. Carl a fait une pause dans l'histoire pour demander à son fils « Tu penses que c'était une bonne idée ?» « Non », a répondu son fils en secouant la tête vigoureusement. Malgré lui, il commençait à entrer dans l'histoire. Eh bien, Colby non plus ne pensait pas que c'était une bonne idée. Colby s'est senti coupable d'avoir donné son adresse, et sa culpabilité a commencé à grandir.
Le soir venu, alors qu'il enfilait son pyjama, sa culpabilité et sa peur étaient plus grandes que tout ce qu'il avait pu ressentir dans sa vie. Il s'est résolu à avouer la vérité à ses parents. La punition serait sévère, mais cela en valait la peine pour avoir la conscience tranquille. Il se tortillait dans son lit en attendant que ses parents viennent le border. Son fils savait que la partie effrayante arrivait. Il s'est penché en avant, les yeux grands ouverts, et Karl l'a poursuivi d'une voix calme. Colby entendait tous les bruits de la maison. La machine à laver vibrait dans la buanderie. Des branches raclaient contre la brique à l'extérieur de sa chambre. Son petit frère gazouillait dans sa chambre. Et il y avait d'autres bruits qu'il n'arrivait pas à tout à fait situer. Enfin, les pas de son père ont résonné dans le couloir. « Hé, papa ?» il a appelé nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. » Son père a passé la tête dans l'encadrement de la porte d'une manière étrange. Dans l'obscurité, sa bouche semblait ne pas bouger, et ses yeux étaient tout bizarres. « Oui, fiston. » La voix était étrange aussi. « Est-ce que ça va, papa ?» a demandé Colby. « a chantonné le père d'une voix anormalement aiguë. Colby s'est couché sur le dos, les couvertures remontées. « Maman est là ?»« Me voilà !» La tête de la mère est apparue sous celle du père, et sa voix était une fausse note aiguë. « Est-ce que tu allais nous dire que tu avais donné ton adresse à Helper 23 ? Tu n'aurais jamais dû faire ça. On t'a dit de ne jamais donner d'informations personnelles sur Internet. » Elle a continué. « Ce n'était pas vraiment un enfant. Il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait ? Il est venu chez nous, a forcé la porte, et nous a tués tous les deux, juste pour pouvoir passer du temps avec toi. » Un homme obèse, avec un manteau mouillé, est apparu dans l'encadrement de la porte en tenant les deux têtes tranchées. Colby a hurlé en sursautant quand l'homme a laissé tomber les têtes au sol, a dégainé son couteau, puis est entré dans la pièce pour s'occuper de lui. Le fils de Karl a également crié, levant les mains pour protéger son visage d'une attaque invisible. Mais il n'en était qu'au début de l'histoire. Karl a continué. Après plusieurs heures, le garçon était presque mort, et ses cris étaient devenus des gémissements. Et soudain, les cris d'un bébé dans une autre pièce se sont fait entendre. Le tueur a retiré son couteau de Colby. Il n'avait jamais tué de bébé, et était excité par cette idée. Helper 23 a laissé Colby pour mort, et a suivi les pleurs à travers la maison. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du berceau, a pris le bébé dans ses bras, et s'est avancé vers la table allongée pour mieux le regarder. Mais alors qu'il tenait le bébé, ses pleurs se sont apaisées. Il ne pleurait plus du tout. Au contraire, il a même souri. Helper 23 n'avait jamais tenu un bébé, mais il l'a bercé dans ses bras comme un pro. Puis il a essuyé ses mains ensanglantées sur la couverture, pour pouvoir caresser la joue du bébé, et lui a murmuré un « Salut mon petit ». Sa rage brûlante et sadique s'est alors dissipée en quelque chose de plus doux et plus tendre. Il est sorti de la chambre et a emporté le bébé chez lui. Il l'a appelé William et l'a élevé comme son propre enfant. À la fin de l'histoire, le fils de Karl était visiblement secoué. « Mais papa, mon prénom c'est William !» il a balbutié. Karl lui a fait un clin d'œil de papa et lui a ébouriffé les cheveux. « Bien sûr, fiston. » William s'est enfui dans sa chambre en sanglotant furieusement. Karl pense que son histoire a bien atteint son but. Lorsqu'elle avait 11 ans, Sophia a vécu une expérience terrifiante qu'elle n'oubliera jamais. C'était une jeune fille introvertie et solitaire, qui passait son temps à jouer seule. Elle avait une petite sœur de 6 ans, malade à l'époque pour une raison qu'elle n'a jamais connue. Une nuit, ses parents ont emmené la petite à l'hôpital, laissant Sophia seule à la maison. Il était environ 19 heures, et elle s'est amusée avec sa voiture télécommandée dans le couloir, lui courant après dans toute la maison. Au bout d'un moment, fatiguée, Sophia s'est assise sur le canapé, la tête reposant contre le dossier. Elle a fermé les yeux, cherchant à se détendre, quand une sensation de froid soudain l'a envahie. Elle a haussé les épaules, pensant que ce n'était que le vent, et elle est restée immobile. Mais tout à coup, elle a ressenti une respiration lourde tout près de son oreille. Une voix a murmuré quelque chose qu'elle n'a pas compris sur le moment. Terrifiée, elle a bondi du canapé et a scruté la pièce. Il y avait une fenêtre dans la pièce qui s'ouvrait souvent, alors elle a sérieusement cru qu'il s'agissait d'un simple coup de vent. Pourtant, la voix qui a murmuré et soufflé lourdement est venue de son oreille droite, tandis que la fenêtre fermée se trouvait sur sa gauche. Sophia, paralysée entre peur et confusion, n'a pas compris ce qui s'est passé. Plus tard, lorsqu'elle a raconté l'épisode à ses parents à leur retour,
Ils lui ont assuré qu'elle avait sûrement halluciné et lui ont conseillé d'arrêter de regarder des films d'horreur avant de dormir. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, Sofia dormait dans son lit aux côtés de sa mère, tandis que son père et sa sœur étaient dans une autre chambre. Elle dormait paisiblement, quand la même respiration lourde est revenue. Cette fois, une voix grave a murmuré, fort et distinctement, un mot à son oreille. « Enfer !» Sofia s'est réveillée en criant. Sa mère, endormie à côté d'elle, l'a immédiatement prise dans ses bras. En pleurs, Sofia lui a raconté ce qu'elle venait d'entendre. Ses parents, inquiets de la voir si terrifiée, ont essayé de la rassurer. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Sofia n'habite plus dans cette maison, mais ce qu'elle a entendu continue de la hanter. Chaque nuit, elle doit couvrir ses oreilles avec une couverture, même durant les étés les plus chauds, par peur d'entendre à nouveau cette voix. Cette histoire nous vient de Léon, mais ce n'est pas la sienne. Elle a été vécue par son père, Romain. Dans les années 90, Romain faisait ses études dans une université à Calcutta, tandis que ses propres parents vivaient dans un autre état. L'appartement où il résidait se trouvait au 4e étage et disposait d'un balcon séparé du salon par une porte. Ce balcon, qui laissait entrer la lumière et une agréable brise fraîche, était souvent utilisé par Romain, qui aimait laisser la porte ouverte pour travailler confortablement sur le canapé. Le jour où l'incident s'est produit, une panne de courant causée par une tempête a plongé tout le quartier dans le noir total. La nuit était déjà bien avancée, et l'appartement s'est retrouvé enveloppé d'une obscurité profonde. À cette époque, les étés étaient moins chauds, mais la température restait élevée. Romain a donc décidé de laisser la porte du balcon ainsi que les fenêtres de sa chambre ouvertes, pour faire circuler un peu d'air frais. Habituellement, il les fermait chaque soir avant de se coucher, mais cette nuit-là, il a fait une exception. Il s'est réveillé en pleine nuit, en sueur. Une sensation étrange l'a envahi, comme si quelque chose n'allait pas. En essayant de comprendre ce qui l'avait réveillé, il a soudain ressenti un besoin pressant d'aller aux toilettes. Malgré un nœud au ventre, il s'est levé à quitter sa chambre. Les toilettes étaient situées à l'autre bout de l'appartement, ce qui l'obligeait à passer par le salon. Alors qu'il longeait le canapé, son regard s'est posé sur la porte du balcon, restée ouverte. Une brise fraîche soufflait dans la pièce, comme il l'avait espéré. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de voir des silhouettes assises sur son canapé. Pas des personnes, mais des formes. 3 ou 4 figures indéfinissables semblaient être là, leur apparence changeant au gré des ombres, comme si elles oscillaient entre les dimensions. Ce qui l'a le plus terrifié, c'était leur regard. Ces figures n'avaient pas d'yeux visibles, mais Romain pouvait sentir qu'elles le fixaient. Il envisageait de retourner en courant dans sa chambre, mais son besoin urgent l'en empêchait. Pestant contre la situation, il a fermé les yeux aussi fort qu'il le pouvait, a couru jusqu'aux toilettes, s'est dépêché de faire ce qu'il avait à faire, puis a rebroussé chemin à toute vitesse. À son passage, il a de nouveau senti ses regards peser sur lui. De retour dans sa chambre, il a verrouillé la porte, s'est précipité dans son lit et a tout fait pour se rendormir. Quand il s'est réveillé, il faisait jour et le ciel était dégagé. Tremblant encore, il s'est rendu dans le salon mais n'a rien vu d'anormal. La porte du balcon était toujours ouverte, laissant entrer une lumière vive qui inondait la pièce. Romain n'a jamais raconté cette expérience à ses parents, ne voulant pas les inquiéter. Les seules personnes à qui il en a parlé sont sa femme et son fils. On pourrait penser qu'il a quitté l'appartement après cet événement, mais il y est resté jusqu'à la fin de ses études, et heureusement, n'a plus jamais vécu une telle expérience. Cependant, il a pris l'habitude de toujours fermer la porte du balcon chaque soir, sans exception. Durant les années qu'il a passées dans cet appartement après cet incident, il a mené des recherches sur l'histoire de l'immeuble, mais n'a rien trouvé de significatif. Le bâtiment n'avait pas été construit sur un cimetière, et aucun dossier ne faisait état de meurtre, de suicide ou d'accident mortel. Cette absence d'explication l'a finalement poussé à attribuer cet événement à un mauvais rêve ou à une hallucination. Mais Romain ne peut s'empêcher de se demander, et si ce qu'il avait vu cette nuit-là était réel ? C'était en plein été, et les parents de Nathan étaient partis pour le week-end dans leur maison de vacances. Elle se trouvait à environ 2 heures de route, donc ça n'a pas été un problème pour eux de le laisser seul quelques jours. Avant de partir, sa mère lui a préparé des repas qu'il pouvait réchauffer facilement.
et lui a également laissé un peu d'argent pour qu'il puisse se commander une pizza s'il en avait envie. Tout semblait bien se passer. La première nuit où il est resté seul, Nathan a veillé jusqu'à 3 heures du matin pour jouer à la Xbox. Forcément, il s'est réveillé très tard le lendemain. Quand il a ouvert les yeux et regardé son téléphone, il a constaté qu'il était déjà un peu plus de 13 heures. Il avait prévu de voir 3 de ses amis pour jouer au hockey cet après-midi-là. Alors il s'est levé et s'est traîné sous la douche, pour avoir le temps de se préparer tranquillement avant l'heure. Nathan a toujours aimé prendre de longues douches. Quand ses parents n'étaient pas là, il se laissait encore plus aller à ce plaisir. Il est resté sous l'eau environ 45 minutes, scrollant distraitement sur son téléphone, passant d'une page Reddit à un fil Twitter. C'est alors qu'il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. La salle de bain se trouvait directement au-dessus de la porte arrière. Cette porte faisait beaucoup de bruit lorsqu'on l'ouvrait ou la fermait. Un son distinct qui ne pouvait être confondu avec rien d'autre. Nathan s'est figé immédiatement. Il savait qu'il était censé être seul à la maison. Il a attendu encore 2 minutes, tous ses sens en alerte, cherchant à capter le moindre bruit. Mais il n'a rien entendu. Après un moment, il s'est dit que cela devait être le vent, ou peut-être que ses parents étaient rentrés plus tôt que prévu. Il a coupé l'eau de la douche, s'est enroulé dans une serviette et est descendu lentement pour vérifier. L'escalier menant à la cuisine était étroit et bordé de murs de chaque côté, ce qui rendait impossible de voir dans la cuisine avant d'avoir atteint le bas des marches. La maison, ancienne et pleine de charme, avait des escaliers qui grinçaient terriblement. Chaque pas semblait résonner dans le silence, mais Nathan a pris tout son temps. Arrivé à l'avant-dernière marche, il s'est arrêté. Son cœur battait vite, mais il s'est forcé à respirer calmement, essayant de se convaincre qu'il n'y avait personne dans la cuisine. Il a rigolé nerveusement, se moquant de lui-même d'être aussi parano. Il a franchi les 2 dernières marches et a tourné dans la cuisine. Et là, à moins d'1 mètre de lui, se trouvait un homme. Il se tenait parfaitement immobile, au milieu de la pièce, un immense sourire figé sur son visage, le regard rivé sur Nathan. Ce n'était pas son visage ni même son sourire qui ont le plus marqué Nathan, mais ses bras. Ils n'étaient pas simplement le long de son corps. Cet homme les tenait dans une position étrange, presque inhumaine. Ses bras semblaient retournés, tordus, relevés derrière lui dans un angle absurde, défiant toute logique. Le cœur de Nathan s'est emballé. Une peur panique l'a envahi, mais avant de céder à la terreur, l'adrénaline l'a fait agir. Il a avancé d'un pas et a frappé l'homme de toutes ses forces à la mâchoire. Le coup a semblé déséquilibrer l'intrus, qui est tombé en arrière. Mais Nathan n'est pas resté pour voir ce qui se passait ensuite. Il a aussitôt tourné les talons et s'est mis à courir à toute vitesse vers l'escalier, abandonnant sa serviette dans la cuisine. Complètement nu et le cœur battant à tout rompre, il a grimpé les marches 4 à 4, s'est enfermé dans sa chambre et a bloqué la poignée de la porte avec une chaise, comme il l'avait vu faire dans les films. Il a attrapé son téléphone et a appelé la police. La voix tremblante, presque en larmes, il a raconté à l'opératrice qui venait d'arriver. Assis par terre, en position fétale, il fixait la lumière qui passait sous la porte de sa chambre, priant pour que les policiers arrivent rapidement. Puis, tout à coup, la lumière a disparu. L'homme se tenait juste derrière la porte de sa chambre. Nathan n'a pas osé bouger. Il a vu les ombres jouer doucement sous la porte, signalant que l'homme était toujours là. L'opératrice continuait à l'appeler à travers le téléphone. « Monsieur, êtes-vous toujours là ?» Mais Nathan n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, la lumière est revenue. Il a entendu des pas légers s'éloigner dans le couloir. Nathan n'a pas bougé jusqu'à ce qu'il entende des coups violents à la porte d'entrée, suivi des voix des policiers entrant dans la maison. Il a ouvert la porte de sa chambre et s'est précipité vers eux, toujours nus, se jetant dans leurs bras en pleurant presque. Depuis ce jour, ses parents n'ont plus jamais osé le laisser seul. Nathan vérifie désormais chaque verrou avant d'aller se coucher. Il fait encore des cauchemars de cet homme immobile avec son sourire étrange. Malgré l'intervention des policiers et les croquis réalisés avec des artistes spécialisés, l'homme n'a jamais été retrouvé. Cette pensée continue de hanter Nathan, et chaque fois qu'il regarde dehors, il s'attend à voir cet homme, sous un lampadaire, un sourire figé sur son visage. Il y a 2 ans, lorsque Emma avait 19 ans, sa famille et elle venaient de s'installer dans une nouvelle maison. C'était une construction récente, pas très grande, mais ils étaient heureux d'avoir enfin un chez-soi rien qu'à eux. Un soir, alors qu'il pleuvait, Emma rentrait seule chez elle,
marchant dans la rue sombre. Il était presque minuit et il n'y avait aucune voiture en vue. Elle revenait de chez une amie qui fêtait son anniversaire ce jour-là. En marchant, Emma a eu la sensation que quelque chose ou quelqu'un la suivait. Cependant, quand elle s'est retournée, la rue était vide. Cette sensation étrange l'a déstabilisée, mais en réalisant qu'elle était déjà devant la porte de sa maison, elle s'est sentie soulagée. C'est alors que l'incident s'est produit. Alors qu'elle cherchait ses clés dans son sac, un inconnu lui a saisi le poignet. C'était un homme qui ne semblait pas du tout normal. Un large sourire déformait son visage, et ses yeux rouges ressortaient, presque prêts à sortir de leur orbite. Lorsqu'Emma regardait autour d'elle, la rue était toujours déserte. À une telle heure, ce n'était pas surprenant. Elle a immédiatement paniqué et a essayé de lui échapper en tirant sur son poignet, tout en tentant de le frapper en criant. L'homme s'est alors mis à rire. Emma a couru frénétiquement jusqu'à la porte et a frappé en appelant à l'aide et en hurlant à sa famille d'ouvrir. Son père a ouvert rapidement. En larmes, Emma lui a expliqué ce qui venait de se passer, mais lorsqu'elle s'est retournée, l'homme avait disparu. Elle n'a pas réussi à dormir de la nuit. Le lendemain matin, alors qu'elle essayait de se calmer en regardant la télévision, un reportage l'a fait frissonner. Il s'agissait d'un meurtre. La victime, une jeune fille du même âge qu'Emma, avait été retrouvée décédée devant la porte de sa maison. Son poignet avait été coupé avec un objet tranchant et son visage était couvert de sang. Derrière elle, un message avait été laissé. Elle n'a pas essayé de se défendre, alors je l'ai tuée. Le tout était accompagné d'un smiley. Emma a senti son cœur se serrer. Il n'y avait aucun doute, c'était le même homme qu'elle avait rencontré la veille. Et si elle n'avait pas résisté? Et si elle n'avait pas crié? Et si personne n'avait ouvert la porte? D'après les informations, l'homme est toujours recherché. Emma ne voulait plus jamais croiser cet individu, ni dans son quartier, ni ailleurs. Jamais. Youssouf est originaire d'Afghanistan. Sa famille a déménagé en France en 2003, peu après l'invasion américaine. Tout a commencé alors qu'il avait seulement 12 ans. Entre 2001 et 2003, des terroristes armés avaient régulièrement fait éruption dans leur maison pour s'en servir de quartier général, où ils planifiaient leurs attaques contre les forces de l'invasion. Le père de Youssouf souffrait d'une maladie génétique, qui finirait par lui paralyser les bras et les jambes. C'était probablement pour cette raison que les talibans avaient choisi leur maison. Il n'y avait eu aucune résistance. La première fois qu'ils avaient franchi la porte, ce fut une expérience terrifiante pour Youssouf et ses deux jeunes sœurs. Mais avec le temps, ils s'étaient presque habitués à se réveiller et à voir des hommes armés dans leur salon. Environ un an après le début de la guerre qui avait suivi les attaques contre le World Trade Center à New York, les talibans avaient commencé à organiser des rafles dans de petits villages comme celui de Youssouf, pour recruter de nouveaux combattants et remplacer ceux qui avaient été tués. Ils savaient où vivait Youssouf, et son père n'était pas en mesure de les en empêcher. C'est ainsi qu'il fut l'un des premiers garçons à être enlevé. Lui et plusieurs autres jeunes se sont fait bander les yeux et embarqués dans un camion qui les a emmenés dans un lieu isolé, très loin de leur village. Ce dernier se trouvait à l'ouest des montagnes de l'Hindu Kush, mais Youssouf ne peut pas nous donner d'indications plus précises sur l'endroit où ils avaient été conduits. Après environ 1 heure, ils ont été sortis du camion, les yeux toujours couverts. Lorsque leurs bandeaux ont été retirés, la nuit était déjà tombée. Les hommes armés les ont alignés en file indienne devant l'entrée d'une immense grotte. Youssouf se souvient des caisses d'armes et de munitions empilées près de l'entrée, mais au-delà, il n'y avait que de l'obscurité. 5 hommes armés, le visage couvert, montaient la garde, immobiles, leurs armes prêtes à l'emploi. Youssouf a supposé qu'ils attendaient leur chef pour un discours d'initiation. En observant les autres garçons, Youssouf s'est rendu compte qu'il était le plus âgé du groupe, composé de 7 enfants. Youssouf savait déjà que ces hommes n'étaient pas des gentils. Bien qu'ils priaient le même Dieu que lui, ils avaient été brutaux et impitoyables envers leurs compatriotes. Il se trouvait à la toute fin de la file, juste devant l'entrée de la grotte. Et soudain, il a pris une décision instinctive. Il s'était lancé en courant dans l'obscurité de la grotte. Il a entendu des cris furieux derrière lui. Il a dépassé les caisses de matériel et s'est enfoncé plus loin dans le passage qui s'est rétréci à mesure qu'il avançait. Peu après, le camion s'est repositionné pour que les phares illuminent l'entrée de la grotte. Youssouf a atteint une vaste cavité. Il a pu entendre ses poursuivants approcher. Avec le peu de lumière disponible, il s'est caché derrière une formation rocheuse près de l'ouverture et a attendu.
2 hommes armés sont entrés dans la caverne. Youssouf a entendu l'un d'eux murmurer qu'il lui mettrait une balle dans la tête s'il le trouvait. En jetant un coup d'œil depuis sa cachette, Youssouf est tombé nez à nez avec un fusil d'assaut pointé droit sur son visage. L'un des hommes l'avait découvert et lui a ordonné de se lever. Mais à cet instant précis, un cri a retenti de l'autre côté de la grotte. Youssouf n'a eu qu'un bref aperçu de la scène. Le second homme était au sol, se débattant violemment. Il était entièrement recouvert d'énormes araignées. Ces créatures, sans exagération, faisaient la taille d'un chat, et il y en avait des centaines. L'homme qui avait découvert Youssouf s'est retourné immédiatement, horrifié par le spectacle. Youssouf a profité de cet instant pour s'enfuir. Il n'avait aucune intention de s'enfoncer davantage dans cette grotte. Il a utilisé les phares du camion pour retrouver la sortie. Alors qu'il courait, il a entendu des tirs, suivis de nouveaux hurlements. À son arrivée à l'entrée de la grotte, les phares se sont éteints, le plongeant dans une obscurité totale. Le cœur battant, il s'est précipité hors de la grotte, juste à temps pour apercevoir les phares arrière du camion qui s'éloignaient à toute vitesse. Les autres garçons et les talibans avaient disparu. Youssouf a supposé qu'ils avaient peut-être pris les araignées pour une attaque américaine et qu'ils avaient préféré fuir. Terrifié, il a réalisé qu'il était perdu et a craint que ces araignées monstrueuses ne sortent de la grotte pour le dévorer. Il a suivi le chemin que le camion a emprunté à travers les rochers. En courant, il s'est imaginé ces créatures bondir sur lui à tout instant. Après avoir dépassé la formation rocheuse, Youssouf a aperçu les lumières de son village au loin. Il lui a fallu environ 2 heures pour y arriver, mais il a bien réussi à rentrer, sain et sauf. Pendant son absence, les troupes américaines avaient pris le contrôle du village. Youssouf a été arrêté par des soldats et conduit à un interprète pour être interrogé. Il leur a expliqué sans la moindre hésitation où se cachaient les talibans. Peu après, les soldats l'ont ramené chez lui. Sa mère, folle de joie, l'a serré dans ses bras, soulagée de le voir en vie. Quand Youssouf repense à cette expérience, il peut dire avec certitude que ce qui l'avait le plus terrifié, ce n'étaient pas les hommes armés qui l'avaient arraché à sa famille, mais bien ceux qui se trouvaient dans cette grotte. Kaya a vécu aux Philippines, et l'incident qu'elle s'apprête à nous raconter a eu lieu il y a 5 ans. Malgré tout ce temps, il continue de la hanter. Tout a commencé lorsqu'elle est partie pour un voyage de 5 jours à Bicol, avec son petit ami et 5 amis. Les 3 premiers jours ont été fantastiques. Ils ont exploré plusieurs îles, visité des sites touristiques, dégusté de la glace au piment, et fait du quad pour admirer le mont Mayon. La 4e nuit, ils se sont rendus à Albay, et ont séjourné dans une maison abandonnée repérée par l'un de leurs amis. La maison n'avait rien de menaçant, mis à part les cafards qui ont couru dans tous les sens lorsque leur ami a allumé la lumière. L'endroit était recouvert de poussière, signe qu'il était inoccupé depuis longtemps. Pour dormir, Kaya et ses amis ont décidé d'installer leur lit dans le salon. Une fois tout arrangé, Kaya, son petit ami et 3 autres garçons ont décidé de boire un verre, pendant que les 2 autres amis dormaient déjà profondément dans le salon. Ils ont passé un bon moment, discutant avec enthousiasme, quand Kaya a soudainement remarqué une ombre sur le mur. Les ombres ne sont généralement pas intrigantes, mais celle-ci avait quelque chose de particulier. Elle paraissait plus sombre que les autres. Intriguée, elle a donné un coup de coude à ses amis pour leur montrer. L'ombre, cependant, n'a pas bougé. L'un d'eux, curieux, a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Kaya a pointé du doigt l'ombre en répondant « C'est l'ombre de qui ?» Ils ont tous réalisé en même temps que cette ombre ne provenait de personne parmi eux. Ils sont restés sous le choc. Même lorsqu'ils se sont levés, l'ombre est restée immobile. Puis après 30 secondes, elle a simplement disparu. Kaya et ses amis n'ont pas compris ce qui venait de se passer. Étaient-ils tous ivres et en proie à une hallucination collective? Pourtant, ça n'avait pas de sens, car l'un d'entre eux n'avait pas bu, et il avait vu exactement la même chose. Finalement, ils ont décidé de laisser passer l'incident et d'essayer de dormir. Kaya s'est allongée à côté de son petit ami, qui a réussi à s'endormir rapidement, mais n'a pas pu trouver le sommeil à cause de ce qu'elle avait vu. Sachant qu'il devait se lever tôt le lendemain, et s'est forcée à fermer les yeux. Alors qu'elle se tournait vers son petit ami, Kaya a soudainement senti un doigt lui toucher le dos. Et s'est retournée et a vu un homme, qui semblait avoir une 30aine d'années, lui sourire. Elle a été paralysée par la peur. Elle a voulu crier, mais aucun son n'est sorti. L'homme était allongé à ses côtés, la fixant avec son sourire glaçant. La terreur l'a envahie et elle a perdu connaissance. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en sursaut lorsque son petit ami l'a doucement secouée.
Il lui a demandé de se préparer rapidement pour ne pas manquer le bus. Kaya lui a alors raconté ce qui lui était arrivé pendant la nuit. À son grand étonnement, ses amis ont tous eu l'air choqués. Ils lui ont expliqué qu'ils avaient entendu des rires d'hommes pendant la nuit. Ces rires étaient si forts qu'ils avaient eu l'impression que l'homme se trouvait dans la même pièce qu'eux. Dans l'immeuble où vivait James, il y a eu un meurtre. La victime était un homme d'âge moyen qui occupait le plus grand appartement. Le meurtrier lui avait tranché la bouche d'une oreille à l'autre avec un couteau, puis lui avait cloué les coins de sa bouche jusqu'à ses tempes. L'homme avait été retrouvé mort, les yeux retournés et un sourire grotesque figé sur son visage. Les résidents de l'immeuble ont commencé à vivre dans la peur amplifiée par le fait que l'enquête progressait lentement, la scène du crime n'ayant révélé aucun indice sur l'identité du coupable. 3 jours après l'incident, une vidéo a été envoyée simultanément sur les téléphones portables de tous les résidents, depuis un numéro inconnu. La vidéo montrait un clown fixant l'écran, tout en ricanant d'une manière inquiétante. Il répétait « Souriez, souriez, souriez ». Ensuite, il prenait la caméra et montrait son environnement. L'appartement de l'homme assassiné quelques jours plus tôt. L'homme était attaché à une chaise et appelé à l'aide. Le clown sortait alors un couteau tranchant et commençait à lui découper la bouche en grand, d'une oreille à l'autre, pendant que sa pauvre victime hurlait et se débattait. Après avoir achevé son horrible tâche, le clown avait maintenu les coins de sa bouche ouverts, avait souri à la caméra, puis avait sorti un marteau et enfoncé des clous dans les coins de sa bouche. Le clown ricanait en faisant tourner la chaise pivotante sur laquelle l'homme était attaché, sa bouche déchirée en un large sourire. L'écran est soudainement devenu noir, et des mots sont apparus en blanc sur un fond sombre. James, appartement 503, suivant. James a senti son cœur se serrer et s'est effondré sur son siège. Le fait que le clown connaisse son nom et son adresse l'a glacé d'effroi. Comment cet homme pouvait-il le connaître? Et pourquoi était-il sa prochaine cible? James n'avait rien fait pour mériter une telle menace. Pendant qu'il paniquait, d'autres résidents qui avaient vu la vidéo ont appelé la police. Les agents sont venus chez James et lui ont demandé s'il connaissait le clown. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à son voisin de l'appartement 504. Plusieurs nuits avant le crime, James avait eu du mal à dormir à cause de bruits sourds qui résonnaient depuis l'appartement voisin. Une nuit, après s'être couché tôt pour une réunion importante le lendemain, il avait de nouveau entendu ces bruits. Agacé, il était allé frapper à la porte du voisin au 504, après minuit. L'homme a demandé qui était-ce, avant d'ouvrir la porte avec un cintre. Et James avait aperçu, à travers l'entrebâillement, qu'il tenait un marteau. Il ne savait pas ce qu'il fabriquait en pleine nuit, mais ce marteau semblait être à l'origine du bruit. « Je suis votre voisin, vous faites trop de bruit, j'ai besoin de dormir », avait dit James, irrité. L'homme l'avait fixé un instant avant de claquer la porte sans un mot. James a raconté cette scène à la police, en leur disant qu'il avait vu l'homme avec un marteau et qu'il suspectait qu'il était le coupable. Les policiers avaient écouté son témoignage et avaient promis de suivre cette piste. En attendant, James n'a pas pu rester dans l'immeuble. Il a pris un congé prolongé, a emballé ses affaires et est allé vivre chez ses parents à la campagne. Pendant le mois qu'il a passé chez eux, aucun autre meurtre n'a eu lieu dans l'immeuble, car la police surveillait son voisin. Rassuré par cette accalmie, James a décidé de retourner dans son appartement. En entrant dans le hall, le concierge l'a accueilli avec un large sourire, lui disant qu'il était heureux qu'il soit de retour, et surtout sain et sauf après cette horrible vidéo. James l'a remercié en essayant d'écourter la conversation, fatigué après son long trajet. Le concierge lui a raconté avoir vu son voisin rôder devant sa porte quelques jours plus tôt, et s'est proposé de l'accompagner par mesure de sécurité. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert au 5e étage, James a aperçu son voisin devant sa porte, fumant une cigarette. Les yeux de l'homme semblaient remplis de haine, et James a senti la peur l'envahir. Il a demandé au concierge de l'accompagner à l'intérieur. Les deux sont passés devant le voisin dans une tension palpable. Mais soudain, ce dernier s'est jeté sur James par derrière, l'attrapant par la tête et essayant de le traîner dans son appartement. James, paniqué, a hurlé à l'aide. Le concierge a rapidement pris la valise de James et l'a abattu sur la tête de l'homme aussi fort qu'il le pouvait. Ce dernier s'est effondré, ensanglanté, sur le sol. James, essoufflé et paniqué, a demandé au concierge ce qu'ils étaient supposés faire, car leur agresseur était sans doute mort. Le concierge semblait sous le choc et transpirait abondamment. Il a répondu « Je ne pensais pas qu'il mourrait. Ce n'est pas considéré comme de la légitime défense. Rentrons-le dans la maison avant que quelqu'un ne le voie. » Ils ont transporté le corps à l'intérieur de l'appartement.
Je ne crois pas que quelqu'un l'ait vu, a dit le concierge en regardant par la porte. À ce moment-là, l'homme, que James pensait mort, a levé la tête avec difficulté et a crié « Fuyez !» Soudain, le concierge a sorti un couteau de sa poche et a lacéré la bouche de l'homme d'un coup net. L'homme a hurlé avant de mourir, la bouche déchirée d'un côté. Sous le choc, James est resté figé. Le concierge a poussé un soupir de soulagement et a enlevé son pull, révélant un costume de clown bariolé en dessous. Il a souri, mis un masque de clown et a dit « Bonjour, James de l'appartement 503. Tu ne m'as jamais répondu avec un sourire quand je t'ai salué dans le hall. Les gens ici sont si impolis. Tous ceux qui ne répondent pas à mon sourire souriront pour toujours, même après leur mort. » Cette histoire nous vient de Jovana, qui est originaire de Belgrade, la capitale de la Serbie. Il a vécu une expérience terrifiante qu'il souhaite nous partager. Il avait 17 ans quand ça s'est passé, et aujourd'hui, il en a 27. Ça fait 10 ans, mais il s'en souvient encore comme si c'était hier. Pour rendre la suite des événements plus claire, expliquons rapidement l'agencement de son appartement. Il est assez petit, seulement 35 mètres carrés, et possède un long couloir qui relie toutes les pièces. On entend tout de n'importe où dans la maison. À l'époque, il vivait avec ses parents. Un matin, il a été réveillé par le bruit des assiettes qu'on lavait. Et il savait que c'était son père, car sa mère était au travail. Il était allongé dans son lit, cherchant la force de se lever. Comme d'habitude, il dormait avec la porte de la chambre ouverte, ou entrouverte du moins. C'est comme ça qu'il a pu voir son père entrer précipitamment dans la salle de bain. Quelques instants après, il a entendu le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Mais en même temps, il entendait toujours quelqu'un laver les assiettes dans la cuisine. Ça l'a perturbé, car il était seul avec son père dans l'appartement. Il lui a fallu quelques instants pour réaliser ce qu'il entendait. Il s'est levé pour vérifier ce qui se passait et savoir qui était chez lui, pensant que peut-être sa mère était restée à la maison et n'était pas allée travailler. Il s'est approché de la porte de sa chambre, d'où il pouvait voir l'entrée de la salle de bain et son père en train de se laver les mains au lavabo. Quelque chose semblait étrange chez lui. Il se souriait à lui-même dans le miroir. Jovana l'a interrompu en lui souhaitant bonjour et en lui demandant ce qu'il faisait. Ce à quoi il a répondu « Je me lave les mains », tout en gardant un regard étrange et un sourire légèrement inquiétant. Il a pensé qu'il lui faisait une blague ou que quelque chose l'avait fait rire, mais la sensation dans son ventre lui disait que quelque chose n'allait pas. Après quelques instants de contact visuel, il lui a demandé « Mais papa, qui lave la vaisselle dans la cuisine ?» Ce que son père lui a dit l'a traumatisé à jamais. Il a répondu avec un sourire encore plus grand « C'est moi aussi ». À ce moment-là, le cœur de Jovana s'est presque arrêté de battre. Il a couru vers la cuisine, où il a effectivement vu son père en train de laver les assiettes. De choc, il s'est mis à pleurer. Son père s'est essuyé les mains et lui a demandé ce qui le mettait dans un tel état. Il a essayé de convaincre Jovana que ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve, mais ce dernier savait parfaitement que ce n'était pas le cas. Il est convaincu que c'était un démon qui essayait d'imiter son père. Cette histoire est tirée des jeunes années de Mark, alors qu'il venait de passer le cap des 20 ans. À cette époque, il était absolument passionné de chasse aux fantômes. Son meilleur ami Joshua partageait cette fascination, et ils ont souvent exploré ensemble des lieux supposément hantés. Un jour, ils ont décidé de visiter un hôtel réputé pour être particulièrement effrayant. L'hôtel en question n'avait rien de remarquable, hormis son apparence légèrement vieillotte et la musique inquiétante qui jouait dans le hall d'entrée. Mark et Joshua sont entrés dans la porte réputée hantée en chantant une chanson censée invoquer les esprits. Mark a lu un article sur son téléphone, publié par une communauté de chasseurs de fantômes. L'article mentionnait 3 règles essentielles à respecter dans la chambre 704. Ne jamais laisser d'odeur de nourriture dans la pièce. Toujours porter des vêtements dans la chambre. Ne jamais laisser la porte du placard du salon ouverte plus d'1 minute. Intrigué, Joshua s'est demandé ce qui se passerait s'il ne respectait pas ces règles étranges. Mark lui a répondu en haussant les épaules qu'apparemment, le risque était qu'ils se fassent arracher leurs intestins. Joshua a éclaté de rire, n'y croyant pas une seconde. Sans attendre, Joshua a ouvert en grand la porte du placard du salon. Il était vide, mais une odeur nauséabonde s'en dégageait. En pinçant son nez, il a lancé « Quelqu'un a dû faire ses besoins ici avant, c'est sûr !» Puis en refermant la porte du placard, il a continué « Oh, j'ai faim, commandons quelque chose et commençons à traquer ces fantômes. » Il a appelé le service d'étage, mais le personnel lui a expliqué que le room service n'était pas disponible pour cette chambre. Mécontent, Joshua a insisté, et le personnel a fini par céder. Cependant,
on lui a précisé qu'il devait terminer son repas en moins de 10 minutes et laisser les plats dans le couloir. Quelques instants plus tard, leur steak et leur hamburger sont arrivés. Tout en mangeant, ils ont utilisé un détecteur d'ondes électromagnétiques pour chercher des traces de fantômes. Et soudain, la porte du placard s'est ouverte brutalement. Mark et Joshua se sont figés, fixant le placard avec effroi. À cet instant, ils ont vu quelque chose qui allait les hanter pour toujours. Une créature étrange est apparue, semblant composée de têtes et de bras d'environ 7 personnes fusionnées ensemble. Elle n'avait pas de jambes, et les têtes comme les bras bougeaient de manière grotesque et désordonnée. Ses avant-bras et sa tête étaient disproportionnellement grands, et les visages étaient pâles et inexpressifs, comme ceux de cadavres. La créature s'est traînée jusqu'à leur nourriture et a dévoré en un éclair les restes de steak. Mark a tenté de la filmer avec son téléphone, mais la caméra n'a pas réussi à capturer son image. Une fois son festin terminé, l'être est retourné dans le placard et a refermé la porte derrière lui. En voyant ça, Mark a été submergé par la peur. Il s'est tourné vers Joshua et lui a dit « Il faut qu'on parte avant que ce monstre ait encore faim ». Mais Joshua, fidèle à son humour décalé, a rétorqué qu'il ne pouvait pas partir après avoir vu quelque chose d'aussi magnifique. Il a couru vers le placard, frappant contre la porte en criant « Hé monstre, essaye ça aussi !» Il a arraché son t-shirt et a tapoté son ventre rebondi. « T'as envie d'essayer de la viande humaine? Regarde cette peau bien dodue !» Il a ouvert le placard à nouveau, mais celui-ci était vide. Mark a éclaté de rire, bien que la peur brûlait encore au fond de lui. Ils ont fini par regarder la télévision et explorer un peu plus la chambre, avant de s'endormir. Mais au milieu de la nuit, Mark a été réveillé par un cri strident. Quand il a regardé dans la direction du bruit, il a vu la même créature immense qu'ils avaient aperçue plus tôt. Elle était assise sur Joshua, immobilisant ses bras et ses jambes tout en reniflant son ventre. Avant que Mark ne puisse réagir, les multiples mains de la créature ont commencé à déchirer l'abdomen de Joshua. Mark a d'abord cru qu'il rêvait, mais les hurlements perçants de son ami lui ont confirmé que c'était bien réel. Joshua hurlait, suppliant la créature de le lâcher, et qu'il lui donnerait autre chose en échange. Mark a hurlé à son tour le nom de son ami, puis a foncé sur l'être monstrueux, lui assénant un coup de pied aussi fort qu'il le pouvait. Mais la créature n'a pas bougé, et a grippé sa jambe d'une de ses nombreuses mains. Mark a vu les têtes grouillantes s'approcher pour essayer de mordre son ventre. Pris de panique, il a donné des coups de pied frénétiques au visage, jusqu'à ce que la créature le lâche. Tremblant de peur, il s'est effondré au sol. La créature l'a observé un instant, avant de se remettre à dévorer les entrailles de Joshua. Ce dernier, à bout de souffle, a murmuré faiblement « Mark, j'aurais dû rentrer chez moi. » Horrifié, Mark a attrapé le téléphone et a appelé la réception de l'hôtel. À bout de souffle, il a crié « Venez vite, dans la chambre! Mon ami, il est en train de se faire manger !» L'employé, déconcerté, lui a demandé ce qu'il voulait dire. Mark lui a hurlé de prendre un couteau, un fusil, n'importe quoi, et de monter immédiatement dans la chambre. Puis il a raccroché et s'est précipité vers Joshua. La créature, satisfaite de son repas, riait d'un rire sinistre tout en mâchant les intestins de sa victime. Pris de désespoir, Mark a attrapé une Bible dans le tiroir de la table de chevet et a commencé à réciter des versets à voix haute. Mais la créature est restée totalement indifférente, continuant de manger. Mark, impuissant, a éclaté en sanglots, submergé par la peur et la douleur. C'est à ce moment-là qu'un employé de l'hôtel a frappé à la porte et est entré. En découvrant la scène macabre, il a vomi sur le champ. La créature avait déjà disparu, mais des traces de sang s'étendaient du lit jusqu'au placard. L'employé a immédiatement contacté la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils étaient profondément troublés. Les intestins de Joshua avaient disparu sans laisser de traces, et les policiers, incrédules, répétaient sans arrêt que ça ne pouvait pas être réel. Quelques jours plus tard, Mark est retourné à l'hôtel pour confronter le directeur. Ce dernier, visiblement énervé, lui a lancé « Votre ami l'a provoqué, et ne mange pas de chair humaine en temps normal. » Furieux, Mark a répondu « Vous saviez ce qui pouvait arriver, et vous n'avez rien fait. » Le directeur a alors soupiré et lui a expliqué « Tant que nous lui donnons des intestins d'animaux chaque jour, il n'y a pas de problème. Mais cette chambre est la plus chère de l'hôtel, alors on ne peut pas se permettre de la laisser vide. Vous avez enfreint les règles. » Mark, brûlant de colère, a rétorqué « Très bien, vous voulez continuer à nourrir cette abomination, mais moi je vais en finir avec elle. Attendez-moi. » Il a quitté l'hôtel, bien décidé à venger Joshua. Pendant 6 mois, il s'est entraîné sans relâche, apprenant des arts martiaux mortels. Puis il est revenu à l'hôtel, armé de plusieurs armes tranchantes et prêt à en découdre. Dans la chambre 704, Mark a déposé des intestins de porc devant le placard et a crié, tenant un poignard dans chaque main. « De la viande de la meilleure qualité est arrivée. »
Quelques instants plus tard, la porte du placard s'est lentement ouverte, laissant apparaître la créature. Et s'est précipitée sur les intestins, les dévorant avec avidité. Mais parmi les multiples visages qui tournaient autour de son corps, Mark en a reconnu un. Celui de Joshua. Quand il était à la maternelle, Adrien vivait dans un grand immeuble, où l'accès aux appartements se faisait par des couloirs extérieurs. Une famille amie avec la leur habitait dans le même immeuble, et leur fils jouait souvent avec lui. Adrien a passé beaucoup de temps avec sa mère, son amie, et la mère de ce dernier. Ils ont partagé souvent de très bons moments ensemble. Un matin, très tôt à l'aube, la mère de son ami a été réveillée par un bruit irritant venant de l'extérieur de la porte d'entrée. Intriguée, elle s'est levée pour aller voir ce que c'était. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu, à sa grande stupeur, une silhouette terrifiante. L'ange de la mort, rampant à 4 pattes dans le couloir, juste devant ses yeux. Il avançait et reculait lentement, encore et encore. Le bruit agaçant qu'elle avait entendu provenait de sa longue robe noire traînant sur le sol. Terrifiée, elle a crié, mais la créature a continué son chemin sans prêter attention à sa présence. Ce n'est qu'en se réveillant brusquement qu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'un rêve. Le lendemain, elle était encore sous le choc et a décidé de consulter une chamane en compagnie de la mère d'Adrien. Après avoir raconté son rêve, la chamane a pris la parole d'une voix froide et effrayante. « Votre fils mourra bientôt, et il n'y a aucun moyen de le sauver. On ne peut pas changer le destin. » La mère de son ami, bouleversée et en colère, s'est levée précipitamment, mais la chamane s'est alors tournée vers la mère d'Adrien et a ajouté « Et votre fils sera en sécurité. » Elles sont finalement rentrées, choquées et impuissantes. Quelques jours plus tard, Adrien et les 3 autres étaient sur le chemin du retour après avoir fait des courses au marché, comme à leur habitude. En arrivant à l'entrée de l'immeuble, son ami s'est précipité à l'intérieur, expliquant qu'il devait aller aux toilettes. Pendant ce temps, Adrien a remarqué un camion de fruits garé dans un coin du parking et a commencé à supplier sa mère de lui acheter des fruits. Mais sa mère a refusé, lui disant simplement de rentrer à la maison. Pourtant, Adrien, obsédé par l'idée d'avoir ses fruits, est resté planté devant le camion, insistant pour ne pas partir. Son ami, qui était déjà monté à son appartement, a alors passé la tête par-dessus la rambarde du couloir et a crié que la porte était verrouillée. Après avoir vu sa mère sortir les clés de son sac, il est redescendu aussitôt. C'est à ce moment-là que tout s'est produit. Alors qu'il courait vers l'entrée de l'immeuble, un grand fourgon arrivant à toute vitesse l'a percuté de plein fouet. Adrien n'a pas vu la scène en détail, mais on lui a raconté que le corps de son ami avait été projeté en l'air avec un bruit sourd et effroyable. Il en est mort sur le coup. Depuis ce jour, Adrien a toujours pensé que son ami était mort à cause du rêve de sa mère de l'ange de la mort. Mais des années plus tard, sa propre mère lui a révélé quelque chose de troublant. « Tu te souviens de la hauteur de la rambarde dans le couloir de l'immeuble à l'époque? Elle arrivait à la poitrine d'un adulte. » Adrien ne comprenait pas comment son ami avait pu se hisser par-dessus la rambarde. Et à chaque fois qu'il repense à cette scène, il a des frissons. Il n'oubliera jamais ce moment. Cet événement s'est produit lorsque Carl travaillait encore comme agent de recouvrement pour une entreprise de moto. On lui avait assigné une région éloignée comme souvent, mais cette fois, il s'agissait d'une ville touristique. Chaque jour, il se réveillait à 5 heures du matin et conduisait pendant 3 heures pour rejoindre la ville où se trouvait la succursale de l'entreprise. Sa routine était toujours la même. Visiter les clients, collecter les paiements, leur rappeler les échéances, puis remettre l'argent récupéré au bureau. Carl détestait travailler dans cette succursale, principalement parce que le caissier prenait toujours un temps fou à remplir sa paperasse, ce qui le forçait à rentrer tard la nuit. Rouler en moto le soir n'était agréable pour personne. Outre les insectes qui s'écrasaient sur son visage, les phares des autres conducteurs, souvent bien trop puissants, l'éblouissaient constamment. Un jour, il a encore dû rentrer tard parce que le caissier était sorti avec un ami, laissant son travail inachevé, comme d'habitude. Carl fulminait à chaque fois qu'il agissait ainsi. Ce soir-là, après son retour tardif, le caissier a enfin fini par lui remettre l'argent à rapporter au siège. Il était déjà 21h. Jurant voix basse, Carl a entamé son long trajet de retour. Alors qu'il roulait sur une route sinueuse plongée dans l'obscurité, son phare a commencé à clignoter. « Pas maintenant, je t'en prie », il a marmonné. Il s'est arrêté un instant et a tapé sur le phare, qui a cessé de clignoter. Rassuré, il a repris la route.
Cependant, en naviguant sur cette route sombre, il a senti quelque chose passer au-dessus de lui. Il a levé les yeux, mais n'a rien vu. Peu avant un virage serré, une silhouette a fondu sur lui. Quelque chose a heurté son casque, le faisant chuter, et en même temps, son phare s'est éteint. Il a glissé et s'est écrasé sur le bas-côté de la route. L'obscurité était si dense qu'il ne distinguait presque rien. Il s'est relevé, s'est épousseté et allé se cacher derrière un arbre. Il a attendu que ses yeux s'habituent à la nuit. Grâce à la lumière de la lune, il a pu distinguer sa moto. Mais avant qu'il puisse s'en approcher, un énorme oiseau a soudainement atterri près d'elle. Cet oiseau était gigantesque, presque aussi grand que lui. Il s'est mis à sautiller autour de la moto, car elle a remarqué que son casque n'était pas loin de l'endroit où il était tombé. Il est resté caché derrière l'arbre, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Quel genre d'oiseau pouvait atteindre une telle taille et voler la nuit? Ce n'était pas un oiseau ordinaire. Sa tête ressemblait à celle d'une dinde, et ses plumes étaient aussi noires que la nuit elle-même. En s'approchant du casque, l'oiseau a tendu quelque chose qui a fait frémir Karl. Ce n'était ni ses pattes ni son bec, mais une main qui a émergé de sous son aile. Tétanisé, Karl a observé l'oiseau attraper son casque avant de le lâcher brusquement en entendant une voiture arriver. L'oiseau s'est envolé juste avant que la voiture ne passe. Karl a saisi l'occasion pour courir vers sa moto. Il a démarré, soulagé de constater que le phare fonctionnait à nouveau, et s'est enfui, laissant son casque derrière lui. Pris de panique, il n'a cessé de regarder autour de lui, redoutant que l'oiseau ne revienne l'attaquer. Lorsqu'il est enfin arrivé au siège, il a remis l'argent au directeur, qui se trouvait à l'extérieur des dortoirs. Celui-ci, intrigué par son apparence sale et l'absence de casque, lui a demandé ce qui s'était passé. Karl a menti, affirmant que son casque était tombé et qu'il l'avait perdu. Avant de rentrer chez lui, il a parlé au directeur et lui a demandé de s'assurer que le caissier de la succursale termine son travail à temps. Il ne supportait plus de rentrer si tard tous les soirs. Heureusement, le directeur a accepté, et Karl a pu partir à 17h à partir de ce jour-là, évitant ainsi les trajets nocturnes. Même s'il était soulagé, il savait qu'il devait bientôt quitter cet emploi. Il espérait seulement qu'il ne lui arriverait rien de grave avant de pouvoir enfin tourner cette page. Il y a quelque chose qu'Adam veut confesser, alors il a décidé de l'écrire sur un site anonyme. Il veut parler de la fois où il a vraiment mal agi. Quand Adam était à l'école primaire, il devait se rendre à l'école à vélo parce que sa maison se trouvait à une certaine distance de l'établissement. Sa maison était située dans une petite ruelle. Un jour, sur le chemin du retour, alors qu'il roulait à vélo dans un virage, il n'a pas réussi à ralentir et a renversé une vieille dame. Elle s'est effondrée, inconsciente, et Adam, pris de panique, est rentré chez lui en toute hâte. La vieille dame était une personne très gentille du quartier. Elle était proche de la famille d'Adam et des habitants du coin, et elle le saluait toujours chaleureusement quand elle le voyait. À l'époque, il n'y avait pas de caméras de surveillance dans les rues. Peu importe ce qui se passait dans les ruelles, il n'y avait aucun moyen de découvrir qui en était responsable, ni les circonstances exactes. Le lendemain de ce terrible accident, un avis manuscrit a été affiché sur le mur de la ruelle. Nous recherchons un témoin. Ma grand-mère a eu un accident. Nous ne voulons pas croire que le coupable soit l'un de nos voisins, mais si vous êtes responsable, veuillez vous dénoncer. Nous ne souhaitons pas de lourdes sanctions. Nous voulons seulement réparer cette injustice. Après avoir été soignée pour une commotion cérébrale, la vieille dame était rentrée chez elle, mais sa santé s'est rapidement détériorée suite à cela. Elle était déjà assez âgée. Adam avait peur que son rôle dans l'incident soit découvert, mais la vieille dame ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé, ou peut-être faisait-elle semblant. Quoi qu'il en soit, elle passait toujours du temps au même endroit, profitant du vent ou du soleil. Adam a commencé à éviter soigneusement ce coin. Il ne devrait pas penser ainsi, mais heureusement pour lui, il n'a jamais été démasqué. Avec le temps, sa culpabilité s'est atténuée, et il a continué sa vie sans trop y réfléchir. Quand il était au lycée, la vieille dame a commencé à souffrir de démence. Un jour, alors qu'il passait par la ruelle, Adam l'a croisée à nouveau. Il l'a saluée sans réfléchir. Il ne sait pas si elle avait l'esprit clair à ce moment-là, mais il lui a souri et lui a dit « Oh, bonjour, alors tu ne fais plus de vélo ?» Une sueur froide lui a instantanément glacé le dos à cet instant. Sans répondre, il a simplement fui, et le temps est passé. La vieille dame est décédée après qu'Adam est devenu adulte, mais il garde encore une culpabilité enfouie au fond de son cœur. Comme il ne peut raconter cette histoire à personne, il espère que ceux qui la lisent
comprendront pourquoi il a décidé de la partager anonymement ici, pour soulager un peu la culpabilité qui le ronge. Il a parfaitement conscience d'être, je cite, le pire des salauds. Carl a grandi dans la péninsule supérieure du Michigan. Sa famille a emménagé quand il avait environ 6 mois. Il est né dans une petite ville appelée Mount Clemens, la même ville où Dean Cain, connu pour son rôle dans les nouvelles aventures de Superman, est né. C'était probablement son seul lien avec la célébrité. Le Michigan est un État unique, situé à la frontière nord des États-Unis et au sud du Canada. Ceux qui naissent dans cet État y restent généralement, et personne ne se rend jamais dans le coin isolé du monde où il habite. Il n'y a pas vraiment de passage possible. La région est enclavée par les grands lacs. À part quelques grandes villes, le paysage est principalement constitué de forêts. Carl a vécu plusieurs expériences étranges dans sa région, mais aucune n'a été plus perturbante et dérangeante que celle qu'il s'apprête à nous raconter. Sa maison se trouvait au sommet d'une colline, environ 30 minutes en voiture de la ville la plus proche. Les voisins les plus proches habitaient à plus de 15 km. Très peu de véhicules empruntaient la route devant chez lui. Petit, il a développé une peur étrange des véhicules montant la colline. On pouvait les entendre arriver de loin. Bien sûr, d'autres familles vivaient sur cette route, mais ce n'était pas un endroit où les étrangers passaient par hasard. Les routes n'avaient même pas de nom, elles étaient simplement numérotées. En grandissant, Carl a fini par s'habituer à ces passages, au point de ne plus les craindre autant en journée. Il connaissait presque tous les véhicules des voisins. Mais une fois la nuit tombée, c'était une autre histoire. Les phares traversaient la fenêtre de sa chambre, illuminant les murs d'une lueur inquiétante. C'est difficile à décrire, mais dans son esprit d'enfant, il avait l'impression qu'aucun étranger n'avait de raison valable de rouler sur une route aussi isolée après le coucher du soleil. L'incident qui l'a profondément troublé est arrivé lorsque Carl avait 13 ans. C'était en 1996. Sa famille venait d'acquérir Internet, une révolution pour l'époque. Pour une raison quelconque, son père avait installé une porte coulissante en verre dans la pièce où se trouvait l'ordinateur. À l'époque, cet appareil était le cœur de la maison, contrairement à aujourd'hui, où chaque membre de la famille possède son propre appareil et une multitude de gadgets. La vue sur la campagne depuis le bureau d'ordinateur était agréable, mais cette tranquillité a été de courte durée. 2 jours plus tard, Carl a vécu l'une des expériences les plus étranges de sa vie. C'était un samedi soir, et Carl était resté tard devant l'ordinateur comme à son habitude. Il traînait probablement sur des salons de discussion où jouait un jeu. C'est là qu'il l'a entendu. Ou plutôt, il l'a d'abord ressenti. Le faible grondement d'un moteur de camion qui avançait lentement sur la route principale. Le camion est passé devant la maison avant de s'arrêter brusquement. La vieille peur qu'il avait mentionnée plus tôt est revenue comme un train lancé à toute vitesse. Rien de bon ne pouvait venir d'un camion suspect sur cette route reculée à 1h du matin. Ce qu'il a vu ensuite s'est gravé dans sa mémoire, net et précis comme si ça s'était déroulé la veille. Le camion s'est arrêté brutalement. Un homme a jailli du côté passager et s'est précipité vers la porte du conducteur. Carl n'a pas pu distinguer ces détails physiques à cette distance, mais il pouvait dire que le passager était beaucoup plus grand que le conducteur. L'homme portait un gilet rembourré, un jean et une des casquettes style camionneur. Il a attrapé le conducteur, l'a tiré hors du véhicule et l'a plaqué contre l'arrière. Il semblait donner des ordres au conducteur, lui faisant signe d'ouvrir. Quand ce dernier a obéi, Carl a vu qu'il hésitait, visiblement terrifié. Même à distance, cela se voyait clairement. Le conducteur était nerveux, et son partenaire lui a tendu une pelle de force. Le passager a ensuite pointé un endroit sur le bord de la route, derrière le camion. Pris de panique, le conducteur s'est mis à creuser frénétiquement à l'endroit désigné. Il a creusé pendant 3 ou 4 minutes avant de s'arrêter. Puis s'est tourné vers le passager, et les 2 hommes ont échangé quelques mots que Carl n'a pas pu entendre. Le passager a alors sorti quelque chose du camion. Carl ne pouvait le décrire que comme un sac de couchage fermé, contenant visiblement un corps. Le passager a transporté le sac jusqu'à la tombe peu profonde et l'a jeté à l'intérieur. Les 2 hommes ont tenté maladroitement de recouvrir le trou avant de remonter dans le camion et de repartir à toute allure. Vous vous demandez sûrement, mais est-ce qu'il allait voir ce qu'ils avaient enterré? Et la réponse est sans surprise. Bien sûr qu'il y est allé, et c'est précisément la partie la plus effrayante de cette histoire. Le lendemain matin, Carl s'est rendu sur place. Le trou était vide. Il savait ce qu'il avait vu. Il y avait même encore les traces des pneus de la nuit précédente. Mais ce qu'ils avaient jeté dans le trou avait disparu. En face de la tombe, il a remarqué avec horreur des empreintes dans la terre, menant directement vers la forêt. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Depuis, Carl a refoulé ce souvenir, préférant faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. Hormis quelques amis proches,
il n'en avait jamais parlé à personne. Il pense que ce sac contenait quelqu'un, une personne que ses hommes pensaient morte. Mais d'après ce qu'il avait vu le lendemain, il s'était trompé. On pourrait croire que tout cela n'est qu'un fruit de son imagination d'adolescent. Mais Karl soutient fermement ce qu'il a vu, et il n'a pas le moindre doute à ce sujet. Il y a des choses dans ce monde difficilement explicables, et même si on y parvenait, il y a de fortes chances que l'on n'aime pas la réponse. Emma n'a jamais eu de problème avec les insectes. Cependant, les araignées ont toujours fait exception, car l'une d'elles l'a mordue il y a quelques années. Cet incident s'est produit lorsqu'elle avait seulement 12 ans. Ce jour-là, son école a organisé une petite fête où chaque élève devait apporter quelque chose à manger. Emma s'est dirigée vers la grande table où tout le monde avait déjà déposé ses plats. Après avoir trouvé une place libre, elle a sorti son petit récipient hermétique de son sac à dos. Mais dès qu'elle l'a ouvert, elle s'est figée. À l'intérieur, il n'y avait plus que des insectes. Elle a vu quelques-uns tomber sur ses jambes et ses chaussures. Tous ses camarades l'ont fixée en silence, stupéfait. Son enseignante, visiblement la plus terrifiée de tous, lui a demandé depuis combien de temps la nourriture se trouvait dans le récipient. Emma expliquait qu'elle l'avait préparé le matin même, mais elle voyait pourtant clairement les insectes bouger à l'intérieur du contenant. Cette situation, devant toute sa classe, a été incroyablement embarrassante. C'était humiliant. Elle a couru jusqu'aux toilettes pour se débarrasser des insectes, et ne plus affronter le regard mi-stupéfait mi-dégoûté de ses camarades. C'était l'hiver, et lorsqu'elle est rentrée chez elle plus tard, il faisait déjà nuit. Elle avançait sur son chemin habituel, et après cet incident terrible, elle se sentait complètement abattue et découragée. Elle ruminait l'incident, lorsqu'elle a soudainement entendu un bruissement derrière elle. Emma s'est arrêtée pour regarder autour d'elle, mais elle n'a rien vu qui aurait pu produire ce bruit. Elle s'est dit que ce n'était probablement que le fruit de son imagination. Cependant, reprenant son chemin, elle a aperçu un homme d'âge moyen avec un visage répugnant et des cheveux gras qui se tenaient devant elle. Il lui a demandé d'une voix grave et profonde ce qu'elle faisait dehors toute seule si tard. Et nerveuse, Emma a répondu qu'elle rentrait simplement chez elle. À ce moment-là, aucun voisin ou passant n'était en vue. Elle s'est figée de peur, incapable de bouger un seul muscle. L'homme lui a alors demandé si elle avait faim. Emma s'en veut encore de sa naïveté. Elle a répondu oui. L'homme lui a alors proposé de partager sa nourriture. Elle a d'abord refusé, tout en réfléchissant désespérément à une manière d'échapper à cette situation inconfortable. Mais lorsqu'il a ouvert son récipient, elle n'a pas pu en croire ses yeux. Une odeur infecte lui a envahi les narines, et il a vu les insectes. Une nuée d'insectes s'est envolée en direction de son visage, avec un bruit assourdissant. Terrifiée, Emma a hurlé et est tombée en arrière sur la route. Elle a dû se blesser au bras, mais n'a pas eu une seconde pour ressentir la douleur. Quand son regard s'est lentement porté vers le haut, elle a vu cet homme étrange attraper un insecte et le manger. À cette vision, Emma a senti son estomac se retourner, prête à vomir d'un instant à l'autre. Tout à coup, elle a senti quelque chose ramper sur sa jambe. Des araignées. Elles étaient partout sur elle. Horrifiée, elle a immédiatement bondi et s'est mise à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Heureusement, l'homme ne l'a pas suivie et ne l'a plus jamais revue dans sa ville. Mais sa phobie des insectes, elle, est restée. Emma n'a jamais parlé de cet incident à sa famille, car elle savait qu'il ne la croirait pas. Depuis, à chaque fois qu'elle voit des insectes, le souvenir de cet homme lui revient. Même une coccinelle la terrifie désormais. Cependant, une question continue de la hanter. Si elle n'avait pas réussi à fuir ce jour-là, qu'est-ce que cet homme aurait essayé de lui faire ? Cet incident est survenu lorsque Lena avait tout juste 12 ans. C'était son grand jour, le jour de son anniversaire. Sa famille avait prévu une grande fête pour le célébrer, et tout le monde à la maison était occupé à décorer l'intérieur. Beaucoup de ses amis et tous les membres de la famille étaient censés venir, donc elle était très impatiente d'y être. Petit à petit, les invités ont commencé à arriver, jusqu'à ce qu'il ne manque plus que 2 de ses amis, Saya et Alania. C'étaient des sœurs jumelles qu'elle avait rencontrées quelques jours auparavant. Elles n'étaient pas vraiment proches, mais Lena les trouvait sympas et agréables à fréquenter. Alors elle les avait invitées le jour où elle les avait croisées dans la rue, et elles avaient ri en lui disant qu'elles seraient ravies de venir. Pendant la fête, elle n'y a pas beaucoup pensé et a rapidement oublié l'absence des jumelles, puisqu'elle s'amusait beaucoup
Quelques heures se sont écoulées, et tout à coup, Lena a entendu un coup fort à la porte. Quand elle a ouvert, les jumelles Saya et Lania se tenaient là, souriantes. « Entrez », elle leur a dit. Elle les a saluées et a essayé de les inviter à rentrer. Mais l'une des filles a dit « Nous ne nous attendions pas autant d'invités ». Au début, ce qu'elle lui a dit lui a paru assez étrange, mais n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Elle s'est dit qu'elles étaient peut-être timides et qu'elles n'aimaient pas être entourées de trop de monde. Alors elle a pris soin de les présenter à tout le monde pour briser la glace. Tout allait bien, jusqu'au gâteau. Peu de temps après, elles se sont approchées de Lena en lui disant qu'elles avaient son cadeau. C'était un gâteau qu'elles avaient elles-mêmes fait. Il ressemblait à un gâteau normal, mais il sentait vraiment mauvais. Il semblait avoir pourri depuis longtemps. Lena a évidemment trouvé ça dégoûtant, mais ne voulant pas mettre ses invités mal à l'aise, elle a décidé de passer outre l'odeur et d'en prendre juste une toute petite bouchée par politesse. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'elle a constaté que c'était vraiment délicieux. Elle a continué à en manger de plus en plus, mais soudainement, sa vue s'est brouillée. Et la dernière chose qu'elle a pu apercevoir, c'était le grand sourire effrayant des jumelles, pendant qu'elle la traînait quelque part. Puis elle s'est évanouie. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais quand elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Tout son corps était endolori, et ses parents ont failli pleurer en la voyant se réveiller. Elle était confuse, et a demandé à l'infirmière qui se tenait à côté d'elle ce qui s'était passé. Elle lui a alors expliqué que de nombreux invités avaient remarqué son absence à un moment donné pendant la journée. Ils l'avaient cherchée, et l'avaient finalement trouvée inconsciente et battue sévèrement dans leur cabanon. Ses parents avaient été choqués, et ont immédiatement appelé une ambulance et la police. La police a posé toutes sortes de questions à tout le monde, mais l'un de ses amis a remarqué que les jumelles avaient aussi disparu. Finalement, elles ont été retrouvées dans le grenier de la maison, cachées derrière de grands cartons. Elles étaient couvertes de sang et souriaient largement à la police. Il s'est avéré que les filles avaient mis le cœur et les entrailles d'un animal, des petits os et même des aiguilles fines dans le gâteau que Lena avait mangé. Elles y avaient aussi mis plein de bonbons, de chocolat et toutes sortes de douceurs bien sucrées. C'est pourquoi elles n'avaient rien remarqué d'étrange. Il a également été révélé que les jumelles s'étaient échappées d'un centre pour mineurs quelques jours avant, exactement le jour où Lena les avait rencontrées. Heureusement, elle n'avait pas avalé les aiguilles, mais elle a souffert d'une intoxication alimentaire grave pendant un moment. Le médecin lui a dit qu'elle avait eu beaucoup de chances de survivre. Depuis ce jour, Lena se demande ce qui serait arrivé si sa famille et ses amis ne l'avaient pas retrouvée à temps. Le grand-père de Lucas lui a raconté une histoire transmise par sa propre grand-mère, celle d'un homme au Mexique dans les années 1900, qui avait vécu une expérience terrifiante. Cet homme, que nous appellerons José, un prénom très courant au Mexique, aimait beaucoup boire. Un soir, José et l'un de ses amis ont terminé leur soirée dans un bar local. En sortant, ils se sont dit au revoir et ont pris des chemins différents pour rentrer chez eux. Comme mentionné plus tôt, c'était le Mexique des années 1900. À cette époque, la plupart des gens se déplaçaient à pied ou à cheval. Heureusement pour José, il avait un cheval. Il s'est donc mis en route pour rentrer chez lui, tard dans la nuit, en empruntant des chemins de terre. En chemin, il est passé sous un pont. Alors qu'il sortait de l'autre côté, il a entendu ce qui ressemblait aux pleurs d'un enfant. José a arrêté son cheval et est descendu. Il a regardé dans la direction d'où provenaient les pleurs et a rapidement trouvé leur origine. Un petit garçon pleurait tout seul. Il s'est approché et lui a demandé s'il allait bien. Le petit garçon lui a répondu qu'il était perdu et lui a demandé de l'aider. José, bien sûr, a accepté. Il a soulevé le petit garçon et l'a placé à l'arrière de la selle. Puis il est remonté sur son cheval et ils sont mis en route. Alors qu'ils avançaient, José a senti l'enfant lui donner plusieurs petits coups dans le dos. Il s'est retourné et lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» L'enfant a répondu « Papa, papa, regarde, j'ai des dents maintenant !» Quand José s'est complètement retourné, il s'est retrouvé face à une vision terrifiante. À la place du petit garçon, il y avait désormais une silhouette sombre, dotée de rangées de longues dents blanches et pointues, le tout accompagné d'un sourire sinistre et d'un regard qui semblait incarner la mort elle-même. Blême de peur, José n'a eu qu'un réflexe, tirer brusquement sur les rênes de son cheval. L'animal, surpris, s'est cabré et a fini par tomber à la renverse. Heureusement, José ne s'est pas retrouvé coincé sous lui et a eu de la chance de tomber simplement en arrière. Sans perdre une seconde, il s'est relevé à chercher son cheval des yeux. Malheureusement, l'animal, complètement paniqué, avait pris la fuite dans la nuit. José a fait de même et s'est mis à courir aussi vite qu'il le pouvait, sans oser regarder derrière lui. Le lendemain, quand son ami lui a proposé d'aller boire un verre,
José a accepté, mais a précisé qu'il ne boirait qu'un peu, car il ne voulait plus rester dehors trop tard. Ethan vivait dans une petite maison située à proximité d'une grande ville. Chaque matin, il avait l'habitude de lire le journal en se réveillant. Un jour, il a découvert un article relatant la disparition d'un homme de sa ville, introuvable depuis presque 4 mois. Cet homme portait une cicatrice impressionnante qui partait de son oreille gauche, passait par sa bouche et s'étendait jusqu'à son oreille droite. Ethan s'est rappelé avoir vu quelque chose de similaire dans un film d'horreur. Quelques mois plus tard, un autre homme avait été retrouvé assassiné non loin de chez lui. La police avait mené des recherches intensives pour retrouver le criminel, mais aucun indice concluant n'avait été découvert. Bien qu'Ethan se soit senti paranoïaque après cet incident, le temps avait passé et il avait fini par l'oublier. Un mois plus tard, une nuit, il était sur le point de s'endormir dans sa chambre. Il était le seul à avoir une chambre au rez-de-chaussée à ce moment-là, et il avait pris l'habitude de dormir avec sa fenêtre ouverte, car il avait souvent chaud. Cette nuit-là, il s'était endormi tôt. Cependant, un bruit soudain venant de l'extérieur de sa fenêtre l'a réveillé en sursaut. Cela ressemblait au son d'une balle ou d'un objet frappant le mur à côté de sa fenêtre. Son lit étant placé juste en face de celle-ci, il n'y avait que peu de distance entre eux. Les rideaux noirs empêchaient de voir dehors, mais il a distinctement senti une présence derrière. Soudain, il a entendu un faible bruit de gouttes tombant de la fenêtre jusqu'au sol. Terrifié, Ethan a lentement allumé la lampe de poche de son téléphone. Et là, il a vu du sang qui gouttait au sol. Il a immédiatement tiré les rideaux et aperçu un couteau couvert de sang posé sur le rebord de la fenêtre. Et quelqu'un se tenait dehors. Il faisait sombre et il ne pouvait pas voir son visage clairement, mais il a reconnu sa cicatrice. C'était l'homme porté disparu depuis des mois. Cet homme se tenait là, le fixant avec un regard vide. Ethan a remarqué qu'il s'était ouvert les cicatrices encore plus largement avec le couteau. Il a rapidement saisi le couteau, a couru dans la chambre de ses parents et a montré l'arme à son père sans dire un mot. Son père a immédiatement appelé la police, puis s'est précipité vers la chambre d'Ethan. Mais lorsqu'ils ont regardé à nouveau par la fenêtre, l'homme avait déjà disparu. Les policiers, après leur arrivée, n'ont trouvé aucune trace de lui. Cela fait maintenant 2 ans depuis cet événement, et personne n'a encore retrouvé cet homme. Qui était-il? Et pourquoi se tenait-il là, dehors, sans lui faire de mal? Ces questions restent un mystère pour Ethan. Cette histoire nous vient de Nikaila, et aujourd'hui, elle souhaite nous raconter une histoire qui la hante encore à ce jour. Elle était âgée d'environ 10-11 ans, et un jour, elle et ses amis sont partis en randonnée pour explorer les bois. Elle n'est personnellement pas fan de randonnée, mais il y va parce qu'elle veut passer du temps avec ses amis. À un moment donné, Nikaila et son amie Cassie ont eu besoin d'aller aux toilettes. Et heureusement, elles sont tombées sur des toilettes publiques non loin de là, dans les bois, qui semblaient plutôt abandonnés. Bien sûr, Nikaila était un peu hésitante au départ, car elle a trouvé l'endroit plutôt effrayant. Mais Cassie, qui était avec elle, a vu qu'elle commençait à revenir sur ses pas et lui a demandé « Tu préfères faire tes besoins par terre ?» Cette idée déplaisait fortement à Nikaila, donc le choix a été vite fait malgré sa réticence. Elles sont allées, toutes les deux à contre-cœur, dans ces toilettes publiques. C'était l'enfer. Il y avait des déchets partout, des insectes grimpés sur les murs, et ça sentait tellement mauvais qu'elles ont dû se boucher le nez. Elles sont allées à contre-cœur vers les cabines, et chacune en a choisi une. Celle de Nikaila semblait relativement propre, mais l'odeur restait insupportable. Elle n'a pas osé s'asseoir sur la lunette des toilettes. Qui sait quel genre de germes il y avait dessus? Une fois qu'elles ont fini, elles se sont dirigées vers les lavabos pour se laver les mains. Mais une fois devant, elles ont changé d'avis, car les lavabos étaient aussi dégoûtants que le reste des toilettes. Le lavabo était taché de noir, et le robinet était couvert de moisissures. Heureusement, Nikaila a fouillé dans son sac et a trouvé un peu de gel hydroalcoolique. Mais alors qu'elles s'en servaient, elles ont entendu la porte se fermer. Elles se sont immédiatement précipitées pour l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Elles ont essayé d'appeler leurs amis dehors, mais ne les entendaient pas. Cassie a commencé à paniquer, et Nikaila a fait de son mieux pour la calmer. Pas même 2 secondes plus tard, Cassie a dit qu'elle allait vomir et s'est précipitée vers les cabines. Nikaila a entendu la porte de la cabine grincer, puis Cassie a hurlé à plein poumon. Nikaila s'est précipitée pour voir ce qui se passait, et l'a trouvée par terre, repliée sur elle-même et tremblante.
Elle lui a demandé ce qui n'allait pas, mais Cassie n'a pas répondu. Elle a juste jeté un coup d'œil furtif vers la porte de la cabine. Michaela l'a ouverte, et ce qu'elle a vu était tellement choquant qu'elle en est tombée sur le sol. À l'intérieur de la cabine, il y avait un corps en décomposition. Des fourmis grouillaient dessus, et des asticants en sortaient. Voir le corps était choquant, mais l'odeur a été encore plus traumatisante. Après une éternité à rester paralysés, ils ont entendu la porte se déverrouiller. Un policier est entré, mais n'ont même pas pris le temps de le saluer. Ils ont immédiatement couru dehors. Ils ont expliqué tout ce qu'elles avaient vu, et plus tard, le corps a été emporté, et ils ont été ramenés chez elles. Comme le corps n'avait aucune identification, il a été enterré dans une tombe anonyme. À ce jour, Michaela se demande encore ce qui est arrivé à cet homme, et qui, ou quoi, avait verrouillé la porte derrière elle.